Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez surprenant. Il est daté de début 2026 et il est intitulé Petit Nouvel An. Bonjour. Et oui, à première vue, on se dit que c'est une simple carte de vœux d'entreprise. C'est ça. On a les remerciements, un petit bilan de 2025, les vœux pour la nouvelle année, enfin, le grand classique. Très banal, oui. Mais en fait, en lisant, on sent très vite que quelque chose cloche. Le ton change et on est embarqué dans une toute autre histoire. Absolument. Notre mission, aujourd'hui, c'est donc de gratter un peu ce vernis de politesse pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Et c'est l'histoire d'une exaspération citoyenne, je crois. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que la carte de vœux n'est pas juste une intro, c'est presque un piège. Un piège. Bah oui, l'auteur nous attire avec un discours positif. Il parle de collaboration, de nouvelle identité visuelle, de promesses pour 2026. On se dit « Ah, sympa !» Et puis, sans crier gare, le ton change complètement. Et on tombe dans un conflit de voisinage. Voilà, un conflit très local, très personnel, mais qui a viré à l'obsession. C'est ce contraste, en fait, qui est vraiment intéressant à analyser. Comment on passe d'une simple carte de bonne année à Une véritable déclaration de guerre. une déclaration de guerre, le mot est fort, mais c'est un peu ça. Alors, allons-y. Le conflit, il tourne autour de cette tradition du Petit Nouvel An. Oui, L'auteur décrit ça comme une fête de village organisée par les jeunesses. A priori, c'est convivial, c'est sympa. Sauf que pour lui, convivialité, ça rime surtout avec nuisance sonore. « il ne s'en cache pas du tout ». Ah non, la preuve, c'est cette phrase incroyable qu'il glisse au milieu de ses vœux. Je cite « que cette nouvelle année soit rythmée par la musique, plein de nuisances sonores ». Le sarcasme est glacial. C'est le premier coup de poignard, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et c'est son style. Il n'est jamais frontal, il utilise l'ironie comme une arme. Mais attention, il ne veut pas passer pour un simple râleur. Juste après, il a une section entière, très sérieuse, sur le droit à la tranquillité. Ah oui. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une manœuvre très calculée pour élever de bas. Il détaille ce que le droit implique. Protection contre le bruit, contre les comportements intrusifs, respect du voisinage. Il pose un cadre légal, en fait. Exactement. En faisant ça, il transforme sa plainte personnelle en enjeu de droit. Le message est clair, ce n'est pas moi le problème, c'est vous qui violez la loi. Donc ce n'est pas juste un voisin grincheux. C'est quelqu'un qui est en train de bâtir un dossier juridique dès la première page. C'est ça. Il veut que tout ce qui suit soit lu non pas comme une anecdote, mais comme une preuve à charge. Mais alors, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, ces fameuses nuits de janvier à Nyon? Alors là, on entre dans le cœur du réacteur. L'auteur nous donne un compte-rendu, d'une précision chirurgicale. Il se focalise sur un restaurant, le Terrénal. D'accord. Le 9 janvier, il note l'heure de fermeture, 0h 7 minutes. Le 11 janvier, c'est encore pire, il écrit que la musique et le bruit se sont arrêtés après 3 heures du matin. Ce ne sont pas des approximations. Non, ce sont des relevés, c'est quasi scientifique. Il ne dit pas « c'était tard », il dit 1h07. Ça change tout. Et il va même plus loin en rapportant les justifications qu'on lui aurait données avec un ton très acide. Oui, Il mentionne avec une ironie mordante une autorisation afin de commémorer les victimes de Crans-Montana, ou le fait que le PUV voisin, le fiche, servait de prétexte. il y a même ce personnage qui revient à un certain nain. Oui, le nain. Il semble être au cœur de ces soirées. On sent qu'il ne se contente pas de documenter, il mène une véritable enquête. Exactement. Et c'est ça qui est passionnant. Ce n'est pas juste une plainte, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle la surveillance. La surveillance par le bas. La surveillance par le bas. Le citoyen armé de son smartphone, de son ordinateur, il ne subit plus. Il documente, il archive, il prend des notes, il construit son propre dossier contre les institutions qu'il juge défaillantes. Et il l'assume complètement. Ah oui, avec cette phrase « Comme d'habitude, je peux tout prouver ». Il ne se voit plus comme une victime, il se positionne en procureur. C'est un peu David contre Goliath, mais David a un smartphone et un tableur Excel. C'est un peu ça, oui. C'est très contemporain comme dynamique. Mais cette accumulation de preuves, on sent que ça ne suffit pas à l'apaiser. Au contraire, son sentiment d'injustice, il est ailleurs. Oui, il se cristallise autour d'une idée centrale, le double standard. Pour lui, c'est ça le cœur du problème. Le deux poids, deux mesures. Voilà. Et il y a une phrase qui résume toute sa pensée. Calme à partir de 22 heures pour les particuliers,
mais tout est permis pour le secteur de la restauration. C'est ça son injustice fondamentale. Il a l'impression qu'il y a une loi pour les citoyens ordinaires. Et une autre pour les commerçants qui, selon lui, peuvent s'affranchir des règles. Il a le sentiment que la tranquillité des habitants est sacrifiée sur l'autel du profit, tout simplement. Et face à ça, il ne reste pas les bras croisés. Le conflit monte d'un cran. Ça s'envenime. C'est là qu'on assiste, je trouve, à la rupture de confiance la plus totale. Le simple fait d'appeler la police devient un acte de défiance. Comment ça? Dès le début de l'appel, il prévient l'agent, il enregistre la conversation. Ce n'est pas anodin, ça. Non, c'est un geste fort. C'est un geste qui dit « Je n'ai pas confiance en vous, je me protège ». La police n'est plus une alliée, c'est une partie du système qu'il doit surveiller lui aussi. Mais est-ce que ce n'est pas juste la réaction de quelqu'un à bout de nerfs? Parce que, honnêtement, appeler 3 fois la police pour du bruit, c'est une bonne question, on pourrait le voir comme ça. Mais dans sa logique, dans sa démarche de surveillance, c'est cohérent. Le premier appel, c'est une demande d'aide. Le deuxième, c'est un rappel à l'ordre. Il est exaspéré. Et le troisième? Le troisième, où il demande frontalement « si l'on me prenait pour un imbécile », c'est un acte d'accusation. Il ne demande plus de l'aide, il demande des comptes. Il teste le système, et à ses yeux, le système échoue. Et son récit de l'intervention est la preuve de cet échec de son point de vue. Il note l'arrivée d'une patrouille à 1h41. Selon lui, les agents repartent et là, rien. Le cirque a continué, ce sont ses mots. Puis une deuxième patrouille à 4h03. Même constat, ils restent dans leur voiture, puis repartent. Et le bruit continue. Ils se sont complètement abandonnés. Et sa critique, elle ne vise pas que les agents sur le terrain, il vise la hiérarchie. Ah oui. Il accuse la police d'être prise pour absolument stupide. Il s'en prend au commandant local qui négocie avec des marionnettes. Il élargit même au gouvernement local, dont les réponses par courriel sont jugées absolument ridicules. On voit le schéma. Il se sent seul face à un bloc qu'il juge incompétent, voire complice. C'est ça, du restaurateur au gouvernement, en passant par la police. Et c'est là que l'auteur fait un saut, assez audacieux. Il quitte Nyon pour s'intéresser à Crans-Montana, dans le Valais. Oui, et ce parallèle est la clé de voûte de son argumentation. Pour lui, son problème de bruit n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'autre chose. Voilà, le symptôme d'une maladie qui ronge la politique. Il utilise l'affaire de Crans-Montana et la figure d'un politicien, Nicolas Ferraud, comme un miroir de sa propre situation. Il voit le même mépris, la même déconnexion. Exactement. Il l'écrit noir sur blanc, hein. Je distingue à peine une différence entre la situation d'ici et celle du Valais. Il universalise son combat personnel. Et l'image qu'il utilise pour décrire cette classe politique est d'une violence incroyable. Je le cite. « On ne lâche pas la mangeoire tant qu'il reste une planche à flot. Le navire coule, la population suffoque, mais le capitaine reste droit dans ses bottes. » C'est apocalyptique. Le navire qui coule, c'est l'état de droit. Et les politiciens sont à la mangeoire. C'est une accusation de corruption et d'irresponsabilité totale. Et c'est pour ça qu'il se dit prêt à aller jusqu'au bout. Oui, il anticipe déjà la confrontation judiciaire. Il écrit qu'il se fera volontiers expliquer notre soi-disant état de droit par un magistrat. Le soi-disant est terrible. Il est crucial, il montre qu'il a perdu foi en tout. La police, l'exécutif et maintenant même le système judiciaire. Il est dans une posture de défiance totale. Et ce qui est fou, c'est qu'au milieu de ce réquisitoire, de cette colère froide, il y a des images, notamment un smiley qui fait un clin d'œil. Ah, le smiley clin d'œil, c'est peut-être l'élément le plus révélateur. Ça change tout, non? Ça change tout. Placer un smiley clin d'œil à côté d'accusations aussi graves, c'est un geste à la fois enfantin et incroyablement menaçant. Ça ajoute une dose de sarcasme, de distance, qui rend le tout encore plus dérangeant. La signature d'un troll civique, presque. C'est un peu ça. Il dit en substance « Je vous attaque très sérieusement, mais je vous montre aussi que pour moi, votre système est une farce. » Il sape l'autorité de ceux qui l'accusent. En résumé, si on prend un peu de recul, ce qui se présentait comme une simple carte de vœux est en fait un objet hybride. C'est un journal de bord, un dossier d'instruction, un pamphlet politique. Et presque une performance artistique. C'est le parcours d'un citoyen qui, se sentant bafoué, a décidé de retourner les armes de la surveillance contre le système lui-même. Pour se faire entendre, c'est tout à fait ça. Et au-delà de ce cas, ce document expose une tension fondamentale dans nos sociétés, le conflit entre la vie collective, les fêtes, le commerce, l'animation et le droit individuel au calme. L'équilibre est difficile à trouver. Très.
Et ce texte, c'est le témoignage brut de ce qui arrive quand un individu a le sentiment que cet équilibre est rompu et que les institutions qui devraient le protéger ne jouent plus leur rôle. C'est le cri de quelqu'un qui sent que le contrat social a été déchiré. Pour conclure et pour laisser une dernière pensée à méditer, je voudrais citer une dernière phrase du texte. Une phrase énigmatique, complètement décalée, qui n'en apparence aucun lien avec le reste. Ah, L'auteur écrit, comme déjà mentionné, il est extrêmement passionnant d'observer les fourmis dans le quartier.